Bienvenue sur le podcast Hack Your Soul. Je m'appelle Stéphane et ici, on va réfléchir ensemble aux aspérités de la vie. Traverser les émotions, surmonter des obstacles ou simplement profiter des bons moments. Je partage avec vous des retours d'expérience, des lectures, des discussions. Le but ? Nourrir vos pensées, vous donner des pistes d'introspection et aiguiser votre esprit critique. Mon téléphone, c'est ma vie. Bienvenue dans ce premier épisode de l'année. Alors j'en profite évidemment pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2024. Peut-être que pendant cette période de Noël et du Nouvel An, vous avez pris le temps de penser à ce que vous souhaitiez vraiment réaliser pour l'année qui vient. Alors non, je vous rassure, je vais pas faire un épisode sur les bonnes résolutions de 2024. Néanmoins, je vais partir d'un constat personnel, une prise de conscience que j'ai eue pendant cette période. Je suis arrivée aux vacances assez fatiguée, certainement comme beaucoup d'entre vous. Mais pas une fatigue physique ou une surcharge intellectuelle due au travail. En fait, j'étais dans un état de brouhaha permanent dans ma tête et je me suis rendu compte que ma tête était colonisée. Et c'est bien le mot, colonisée. Mon territoire intérieur était envahi par des idées étrangères à tel point que retrouver le chemin de mes propres idées était laborieux. Après une analyse assez rapide de la situation, j'ai vite trouvé la source de tout ça. Et vous vous en doutez certainement, il s'agit de toutes ces informations, toutes ces données qui nous perfusent H24 via notre téléphone portable. Dans cet épisode, je voudrais vous inviter à réfléchir au rapport que vous avez avec votre téléphone et les conséquences que ça a pour vous, dans votre vie intérieure, mais aussi dans vos relations. Être à deux endroits en même temps. Si je reviens un peu en arrière dans l'histoire pour tout vous dire, un autre événement m'a définitivement mis un coup au moral et forcé à réfléchir à la situation. C'est quand j'ai rencontré une amie que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Vu que nous avons toutes les deux des emplois du temps très chargés, nous n'avions qu'une heure à nous accorder. Mais une heure, c'est déjà super tant ces moments sont précieux. Alors, on s'est retrouvés, c'était bien, on a échangé, mais l'échange était discontinu. Vous devinez pourquoi ? Le téléphone. Et oui, le téléphone. Ou plutôt son usage. Chez moi, la règle c'est qu'on ne prend pas son téléphone à table. Et comme nous étions tranquillement installés autour de la table à boire notre thé, mon téléphone était déjà loin. Moi, je suis de genre bonne élève. Mais mon ami, il avait à portée de la main. Quelques notifications qui faisaient vibrer son téléphone, et en même temps qu'on échangeait, elle vérifiait systématiquement son écran. Vous savez, c'est ce moment où la personne parle et ralentit son débit sans s'en rendre compte parce que checker son téléphone et puis suivre sa pensée dans une conversation avec quelqu'un, c'est quand même un peu difficile. Je pense que ça n'aurait pas été un problème si c'était arrivé une fois, 2 ou 3 fois, allez, 3 fois maximum. Mais là, c'était vraiment toutes les 5 minutes. La main cherchait l'écran de manière compulsive. Quand mon ami est parti, j'avais un sentiment d'inaccomplissement. Et puis il y a eu de la colère. Je me suis dit mince alors, notre relation n'est pas assez importante pour qu'elle lâche son téléphone 2 secondes ou quoi ? Puis il y a eu de la tristesse, en mode c'est ça. C'est donc ça que c'est en train de devenir nos relations. Un ersatz de partage. Et puis quelques jours ont passé. La digestion mentale s'est opérée. J'ai commencé à me dire qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe dans mes relations ? Et pour moi aussi, parce qu'on va pas se mentir, c'est facile de se dire que les autres ils font ci ou ils font ça, et se regarder en face c'est un peu plus difficile, alors que souvent on se comporte exactement de la même manière. La discontinuité. En tant qu'interlocuteur, c'est ce qu'on ressent dans ce type de situation. De la discontinuité. Vous savez, c'est comme si on regardait un film plan par plan, avec des césures de quelques secondes entre chaque plan. Alors on comprend le fil narratif global, mais on est quand même obligé de faire l'effort de le reconstituer pour que ça prenne vraiment tout son sens. De l'autre côté, la personne qui partage son attention entre téléphone et conversation tente tant bien que mal d'accorder autant de disponibilité à l'un et à l'autre, mais sans que cela ne soit vraiment satisfaisant. Et qu'est-ce que ça provoque, la discontinuité ? Eh bien, ça demande plus d'efforts, plus d'énergie, plus d'attention. Il y a une sorte de lutte pour s'accrocher,
Mais au bout du compte, quand ça dure trop longtemps, la disponibilité s'estompe. Ça entame donc la qualité de la relation. Alors vous pouvez me dire oui mais Stéphane, t'es vraiment trop radical, tout le monde fait ça maintenant, et c'est comme ça qu'on est en relation avec les autres. Alors je vous répondrai que déjà c'est pas parce que quelque chose est répandu et socialement accepté que ce n'est pas à remettre en cause, ou du moins que ça ne peut pas être un sujet de réflexion. Et pour ce qui est de la disponibilité, je crois que c'est une question à se poser. Qu'est-ce qu'on veut créer avec les autres ? Qu'est-ce que j'accorde comme disponibilité aux autres ? Quelle fondation construire pour notre relation ? Parce qu'honnêtement, dites-moi, si vous vous faites opérer par un chirurgien, est-ce que ça vous dérangerait qu'il regarde son téléphone toutes les 2 secondes ? En ce qui me concerne, je préférerais qu'il soit 100% concentré sur mon opération. Eh bien, figurez-vous que pour moi, dans mes relations, c'est pareil. Du temps dépensé. J'ai aussi profité des fêtes pour faire ma petite enquête et demander aux personnes que je rencontrais comment elles utilisaient leur téléphone. Si elles avaient une sensation d'envahissement ou pas, si elles se sentaient maîtres ou esclaves de leur appareil. Et je le redis, c'était pas du tout dans une idée de juger ou de médire, mais vraiment par curiosité pour élaborer des solutions, étant moi-même très addict à mon téléphone. La surprise, c'est qu'à peu près tout le monde répond d'un air embarrassé « C'est vrai, j'y passe quand même beaucoup de temps ». Alors du tac au tac, je demande « Combien de temps ?» Et là, personne ne sait répondre. En réalité, personne ne veut répondre. Parce que c'est vertigineux. C'est sidérant quand on regarde les statistiques ou qu'on traque son temps. Des heures et des heures par jour à scroller sur les réseaux, regarder YouTube, répondre aux messages, etc., etc. Pour ceux qui ont une activité essentiellement digitale, il est encore plus difficile de faire la part des choses. Par exemple, quand on crée du contenu pour les réseaux, on y passe forcément du temps. Mais c'est un temps de travail ou de loisir ? Est-ce qu'on sait s'arrêter et se discipliner et ne pas se laisser aller à vagabonder comme ça de réel en réel ? Parce qu'au-delà du temps dépensé, il y a la question d'un agencement différent de notre monde interne. C'est effectivement très différent de se laisser aller à du vagabondage de pensée, c'est-à-dire rêvasser dans sa tête, ou de se laisser guider, à errer de manière dirigée par un algorithme sur un réseau social. Le ressenti qui en résulte n'est pas du tout le même. Et d'ailleurs, les adolescents en parlent très bien. Quand ils arrivent à se déscotcher de TikTok, dans l'après-coup, ils disent qu'ils ne sont pas très contents de ce temps-là. Ils constatent que ça ne leur a pas apporté grand-chose, que ce n'était pas qualitatif finalement. Et en arrière-fond, il y a aussi souvent l'idée de s'être fait avoir. On a perdu le contrôle sur le temps. La culpabilité peut venir dans un second temps, si le surmoi est fort et bien installé, ou par rapport à l'injonction d'un tuteur ou d'un parent. Quand on rêvasse, ce qui se passe est très différent. Déjà, le processus n'est pas le même, car on a tout à construire dans sa tête. Les pensées, les représentations, le cheminement des idées. Et dans l'après-coup, quand on s'aperçoit du temps passé, on n'a pas cette sensation de duperie. On se dit plutôt « mince, déjà tout ce temps !» Et c'est plutôt la culpabilité qui vient en premier en mode « oh, tout ce temps que j'ai passé avec moi-même quand même !» Une brèche dans notre intimité. Finalement, ces incursions dans notre intérieur, dans nos relations, c'est une brèche dans notre intimité. L'intimité, c'est par définition un périmètre sécurisé, de l'ordre du privé et du profond. Il y a l'intimité qu'on entretient avec nous-mêmes, notre jardin secret, l'intimité qu'on entretient avec les autres, dans les relations amoureuses, amicales. Ce n'est pas un hasard si ce mot est aussi employé pour désigner nos parties génitales, quand on dit nos parties intimes. Dans ce mot, il y a la présence d'une frontière claire entre l'extérieur et l'intérieur. Entre ce qui est le plus précieux, qui est caché au grand public, car on ne le partage qu'avec un tout petit nombre. Et le téléphone, à la fois par son usage et par son contenu, vient effacer cette frontière. Par son usage, parce que souvent, il est tout contre nous. Dans notre poche, dans notre sac à main, dans notre lit, aux toilettes, c'est-à-dire dans nos espaces intimes. Et puis par son contenu. Je prendrai simplement un exemple. Des personnes inconnues qu'on suit sur les réseaux et qu'on aime bien nous parlent comme si elles nous connaissaient et comme si c'était nos meilleurs potes. Alors, on a l'impression de commencer à les connaître. Et on peut facilement se laisser prendre au jeu. Elles nous parlent d'elles, de choses parfois très personnelles, par le biais de leur compte public et non privé.
Cela résonne, ça nous rapproche. C'est comme si elles faisaient partie de notre intimité, alors qu'on ne les connaît même pas dans la réalité. On ne les a jamais rencontrées. Comment construire une intimité avec nous-mêmes, notre monde intérieur, quand les incursions extérieures et la discontinuité sont notre quotidien? Est-ce qu'on ne construirait pas alors un monde intérieur parcellaire? Parce que ce téléphone, pour la plupart d'entre nous, c'est toute notre vie. S'y trouvent les numéros de nos amis, qu'on ne connaît plus par cœur, et puis d'ailleurs on ne les a peut-être même pas parce qu'en fait on les appelle ou on envoie des messages via des applis comme Snapchat, on y a notre agenda, nos mails, notre réveil, nos podcasts, nos souvenirs par nos photos, nos réseaux sociaux, bref, il est à la fois notre assistant quotidien et une partie de notre lien au monde. Le temps d'avant. Je vais vous parler du temps où les téléphones portables n'existaient pas. Et oui, je suis assez vieille pour l'avoir connu, et non, je ne vais pas entamer le refrain de « avant c'était mieux et maintenant c'est plus que c'était ». Je trouve juste que c'est intéressant de se rappeler de ce temps sans téléphone. Alors oui, c'était vraiment pas mal de galères. Genre tu pars en soirée, mais tu connais pas le lieu. Punaise, tu te perds, il fait nuit, ta vieille R5 ronronne, mais comme elle a déjà bien vécu, la lampe de la voiture est cramée. Donc là, t'essayes 1. De t'arrêter, 2. De trouver une lampe de poche en espérant que les piles fonctionnent, 3. De trouver une carte. Et si t'as pas de lampe de poche, tu sors de ta voiture et puis tu vas juste te cailler dehors devant tes phares pour tenter de lire ta carte routière. Et j'espère que t'as un bon sens de l'orientation parce que sinon tu pars avec un sacré handicap. Il y a plein d'exemples comme celui-là qui rendent les téléphones tellement utiles. Mais ne pas avoir de téléphone, ça voulait aussi dire une certaine liberté. Les parents ne savaient pas forcément où on était. Bon, alors je ne doute pas que les ados d'aujourd'hui savent aussi faire ce tour de passe-passe, mais ça demande quand même un peu plus d'initiative. Ne pas avoir de téléphone, c'était aussi une certaine liberté intérieure. Pouvoir construire un monde intérieur par des vagabondages répétés, avec son corollaire peut-être plus de ressenti de solitude, et aussi la sensation d'ennui, qui pousse à rêvasser encore plus ou qui peut pousser à l'action. La pression sociale qui était là, bien sûr, mais pas de manière aussi continue et intrusive qu'avec les réseaux sociaux. Par rapport aux réseaux, il n'y avait pas le poster pour exister. Mais bien sûr, il y avait, comme en tout temps, des gens populaires, d'autres moins, du harcèlement, du rejet. Vivre sans téléphone portable, c'était aussi une certaine liberté relationnelle. Des relations qui n'étaient pas entrecoupées. Et si ton interlocuteur n'était pas super dispo pour toi, là, tu pouvais direct en tirer certaines conclusions. Le fait de ne pas pouvoir être filmé ou intrusé tout le temps, ça permettait aussi pas mal d'essais. Et c'est quand même plus facile de se lancer et de tenter des choses quand on n'a pas le regard des gens en permanence braqué sur nous. Je me demande aussi si toutes les séries qui ont fleuri ces derniers temps sur le mode revival des années 80, ça n'a pas à voir avec ça justement. Comme Stranger Things par exemple, pour n'en citer qu'une. Clairement, ce n'était ni mieux ni moins bien avant les téléphones portables, mais c'était tout de même très différent. Ça donne plutôt l'impression d'une nostalgie mais sans regret, alors c'est un peu bizarre. Ce que je voulais souligner ici, c'est qu'il y a eu pendant ces dernières décennies un changement de paradigme, avec l'arrivée d'Internet, puis avec tous les appareils connectés. Et forcément, ça a agi sur nous. Et je pense que l'intelligence artificielle sera très probablement un autre changement de paradigme. Ce que j'en fais. Je suis curieuse de savoir ce que vous a évoqué cet épisode. Si vous avez des réflexions à partager, n'hésitez pas à commenter l'épisode ou à m'écrire, ça pourra sûrement nourrir ma réflexion et celle d'autres personnes. Alors qu'allez-vous en faire ? De mon côté, j'ai pris quelques décisions quant à ma consommation d'écran. Je me suis mis des créneaux de consultation pour les mails, les réseaux sociaux. J'ai supprimé toutes mes notifications à part appels et SMS. Et quel soulagement ! J'ai décidé de baisser mon temps sur les réseaux sociaux, et ça, c'est pas simple quand on crée soi-même du contenu. Mais déjà, je me sens moins assaillie par une tonne d'informations que je ne peux pas traiter, et j'ai moins tendance à me comparer. Et ça aussi, c'est un sacré soulagement. Finalement, j'ai aussi remplacé certains temps de réseau par du temps de lecture. Et pour une vieille chose comme moi, eh bien c'est plus adapté à mon fonctionnement. Non, je rigole en disant ça, mais ce que je veux dire, c'est que la lecture me donne le temps de traiter l'information à mon rythme, d'y revenir, puis d'en faire quelque chose de nourrissant. Ça a aussi éveillé pas mal de questions éthiques pour moi. Par exemple, pour avoir de la visibilité sur les réseaux, et donc que le podcast soit écouté, il faut beaucoup poster pour entrer dans le jeu des algorithmes. Mais si je fais ça,
alors moi aussi je crée du bruit dans la tête des gens. Indirectement, je participe à leur chaîne, puisque mes quelques secondes de réel feront peut-être partie de leur scroll quotidien. Ce sont des questions auxquelles je n'ai bien évidemment pas de réponse. Au final, tout cela recouvre des problématiques beaucoup plus vastes, à savoir notre relation aux autres, notre autonomie de pensée, notre liberté, notre positionnement en tant que citoyen, et la marchandisation de l'humain, entre autres. Alors si toutes ces questions vous intéressent, je vous invite à vous pencher sur Gunther Anders, et notamment son livre intitulé L'obsolescence de l'homme. Je vous propose aussi un deuxième livre assez court et plus abordable sur l'économie de l'attention, c'est La civilisation du poisson rouge de Bruno Patino. Pour finir, je vous incite à faire 2 choses très concrètes. 1. Évaluez combien de temps vous passez sur les écrans ou sur un écran en particulier. 2. Que voulez-vous faire de tout ce temps ? Qu'allez-vous en faire ? Comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode, parlez-en autour de vous et mettez des étoiles sur vos applis préférés. Car c'est grâce à vous que le podcast pourra atteindre plus de monde. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, je vous souhaite de prendre le temps de vagabonder dans vos pensées.